Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information concernant la loi 25, le projet de loi 64. Je me présente, Marie-Claude Rioux, avocate, conseillère en ressources humaines agréée, CRHA, ainsi que médiatrice civile commerciale. Alors, j'ai travaillé avec PME Internotaire pour le développement d'outils pour rendre votre pratique conforme à la loi 25, projet de loi 64. Nous allons regarder ensemble dans les prochaines minutes les outils disponibles pour rendre conforme votre pratique. Donc, dans un premier temps, on va regarder le plan d'action de conformité à la loi 25 en vigueur le 22 septembre 2022. Il faut comprendre que la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé a été modifiée. Il y a 3 dates d'entrée en vigueur. La première, le 22 septembre 2022. La deuxième, le 22 septembre 2023. Et la troisième, le 22 septembre 2024. Alors, voici le plan d'action de conformité à la loi 25 en vigueur le 22 septembre 2022 que nous avons préparé. Alors, on peut y voir qu'est-ce que la loi 25. Donc, on voit également les différentes dates d'entrée en vigueur, de même que le lien pour accéder au site de la Commission d'accès à l'information, site sur lequel vous allez avoir plusieurs informations en lien avec vos obligations. On fait également un retour sur vos obligations dans ce plan d'action. On vous parle des nouvelles modifications législatives. Également, on réfère à des outils en lien avec les modifications législatives, dont par rapport à la désignation du responsable de la protection des renseignements personnels au sein de votre étude ou délégué par écrit à une autre personne si la personne en plus haute autorité ne peut pas exercer la responsabilité du responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, on va voir ensemble la procédure de désignation, le guide à suivre également en cas d'incident de confidentialité, le rapport d'incident de confidentialité, l'avis d'incident de confidentialité pour la personne concernée, l'avis d'incident pour la commission dans certaines circonstances, le registre des incidents de confidentialité, également un guide pour faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dans certaines situations, un modèle d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ce qu'on appelle un EFVP. Également, il est recommandé de faire un inventaire des renseignements personnels que vous recueillez au sein de votre étude. Donc, on a un inventaire des renseignements personnels qu'on a préparé pour vous. Également, en septembre 2023, la deuxième phase d'entrée en vigueur, on doit mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui encadrent la gouvernance des renseignements personnels et publier les informations détaillées. Pour ce faire, on vous a fait un modèle de politique de confidentialité qu'on va vous présenter également dans la capsule d'information. Et on vous indique qu'une troisième année, 22 septembre 2024, qui est la dernière phase d'entrée en vigueur de la loi, des modifications à la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, allons voir tout de suite la procédure de conformité aux exigences de la loi 25. Dans un premier temps, comme mentionné, vous devez nommer un responsable de la protection des renseignements personnels au sein de votre étude. Ça doit être la personne la plus haute en autorité au sein de votre étude. Par contre, si elle ne veut pas exercer ses fonctions, à ce moment-là, on doit remplir ce qu'on appelle un mandat de désignation. Donc, dans ce document-là, on demande d'identifier la personne ayant la plus haute autorité, confirmer si cette personne veut exercer ou non les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels, et sinon, on nous renvoie au mandat de désignation. Et bien important, une exigence du 22 septembre 2022, il faut publier sur le site Internet de votre étude le titre et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. On vous suggère d'avoir une fiche dans votre étude lorsque vous allez retrouver tous les documents en lien avec la protection des renseignements personnels. Donc, notamment celui-là où l'on parle de qui est la personne en plus haute autorité et si oui ou non elle veut déléguer ses pouvoirs. Alors, le mandat de désignation de la personne responsable de la protection des renseignements personnels, voilà. C'est un mandat de désignation où on écrit le nom de l'étude, les coordonnées et où on mentionne, exemple, la personne en plus haute autorité de l'étude, une telle, désigne telle autre personne pour exercer en tout ou en partie les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, on l'indique. Advenant que la fonction soit déléguée en partie, on doit préciser pourquoi elle est déléguée en partie. Et également, en annexe A,
au mandat de désignation, on écrit les grandes lignes de ce qui est le rôle de la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Et là, on mentionne le mandat de désignation est confirmé telle date, la personne employée haute autorité est telle personne et la personne désignée, elle est telle autre personne, ce qui peut être votre personne aux ressources humaines, votre personne en informatique, et on écrit son titre et ses coordonnées. Bien important, une fois que le mandat de désignation est rempli et signé, bien, vous le gardez à votre dossier. L'annexe A, dont fait référence le mandat de désignation, précise le rôle de la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, voici l'annexe A. C'est une liste non exhaustive des fonctions que doit assumer la personne responsable. Notamment, je ne lirai pas tous les points, je vous invite à le faire, mais le responsable de la protection des renseignements personnels est responsable de la protection des renseignements personnels. Il doit identifier et appliquer les politiques et pratiques encadrant les façons de faire de l'étude en matière de renseignements personnels, protection des renseignements personnels, s'assurer que l'étude a des politiques et des pratiques en place pour la conservation et la destruction de renseignements personnels et les approuver, prévoir et approuver les rôles et les responsabilités des membres du personnel tout au long du cycle de vie des renseignements personnels. Donc, le responsable de la protection des renseignements personnels voit à l'application de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et a plusieurs obligations en lien avec celle-ci. Il y a également un guide d'incidents de confidentialité qu'on vous a préparé. Alors, on explique dans le guide qu'est-ce qu'un incident de confidentialité, comment l'identifier, c'est quoi vos obligations en cas d'incident de confidentialité, c'est quoi les zones à risque, quoi mettre en place. Donc, tout est expliqué dans le guide. Un incident de confidentialité peut être, entre autres, l'intrusion par un tiers dans le système informatique de votre étude, l'attaque par rançongiciel, l'hameçonnage, la perte de données provoquée par un virus ou par une faille informatique, l'extraction de données par une personne ou un employé non autorisé, puis des mesures inadéquates de contrôle d'accès à des renseignements personnels. Ce sont que des exemples d'incidents de confidentialité. Ça peut être également autre chose, là, notamment tout simplement envoyer un courriel à une mauvaise personne. Donc, plusieurs choses peuvent être des incidents de confidentialité. C'est un petit guide pour vous expliquer ce qu'est un incident de confidentialité et quoi faire. Également, les personnes concernées par l'incident de confidentialité, il va être important de les identifier. Donc, c'est la suite du guide qu'on vous a présenté les pages précédentes. Je vous invite à le lire attentivement en cas d'incident de confidentialité. Et il est bien important que le responsable de la protection des renseignements personnels soit au courant de tous les outils qu'on vous présente présentement. Donc, une autre page du guide là, où on parle de l'étape 3 qui est d'informer les personnes concernées. Et 4, la mise en place de mesures de prévention. Et là, vous voyez en jaune, on parle d'un modèle à utiliser. Pour accéder au modèle, on n'a qu'à cliquer. Donc, on parle d'un avis d'incident pour la commission et un avis d'incident pour les personnes concernées. C'est qu'advenant un préjudice sérieux pour une personne concernée en lien avec un renseignement personnel, il faut aviser dans certains cas la commission lorsque ça présente un risque de préjudice sérieux. Donc, ensuite, le rapport d'incident de confidentialité, on vous a suggéré un rapport qui peut être rempli. Ce rapport-là nous permet de bien cerner ce qu'est l'incident de confidentialité avec les coordonnées de l'étude, avec les coordonnées de la personne responsable des renseignements personnels, également les coordonnées de la personne responsable de la sécurité informatique, description de l'incident, les personnes concernées par l'incident. Donc, on a des facteurs également qu'on doit considérer, des stratégies qui doivent être mises de l'avant. On parle de la nature des renseignements personnels en cause. Donc, c'est un guide complet que je vous invite à bien lire avec attention et à remplir en cas d'incident de confidentialité. Et encore, à la page 4 du guide, on parle du résumé d'évaluation des risques. Et là, on parle du présent guide, de l'avis d'incident pour la personne concernée, encore une fois, et de l'avis d'incident pour la commission, qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y a également un registre des incidents de confidentialité qui doit être conservé dans le dossier des renseignements personnels par le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de votre étude.
Ce registre-là comprend différentes choses et peut être demandé par la Commission d'accès à l'information aux besoins. Donc, il faut qu'il soit rempli. Donc, il faut informer les employés que ce dit registre existe et qu'il doit être rempli par le responsable de la protection des renseignements personnels. Il faut également informer les employés de ce qu'est un incident de confidentialité, puisque le registre doit être rempli et peut-être que la Commission d'accès à l'information y aura accès. Donc, le registre comprend différentes informations. Donc, s'il y a un incident de confidentialité, c'est quel genre de renseignements personnels qui sont visés. Il faut décrire les circonstances, la date ou la période de l'incident, la date ou la période de prise de connaissance, le nombre de personnes concernées, les démarches pour déterminer s'il y a un risque de préjudice, la date de transmission d'un avis. Donc, ça peut être un avis soit à la commission ou un avis à la personne concernée. Les mesures prises par l'organisation, notamment pour pas que l'incident de confidentialité se répète. Par ailleurs, on a un formulaire de déclaration d'un incident de sécurité, ou on peut appeler ça aussi un incident de confidentialité portant atteinte à des renseignements personnels. Le formulaire, c'est un formulaire qui est accessible via le site de la Commission d'accès à l'information. C'est un formulaire de déclaration d'un incident portant atteinte à des renseignements personnels qui doit être transmis à la commission en cas d'incident de sécurité, dans lequel on doit remplir chacune des sections. Et encore une fois, c'est lorsqu'il y a un risque important de sécurité en termes de renseignements personnels pour la personne concernée qui a un risque important de préjudice. Donc, ce n'est pas dans tous les cas qu'on doit remplir ce formulaire-là, mais s'il y a un risque important, il faut remplir le formulaire et aviser la commission. Donc, c'est quand même un guide là, qui est sur 4 pages. Par ailleurs, un avis d'incident de confidentialité pour la personne concernée. Donc, on a préparé un exemple d'avis. S'il arrive un incident de confidentialité, on doit, dans certains cas, informer la personne concernée. Donc, on inscrit les renseignements personnels visés par l'incident, la description de l'incident, la date, l'étendue de l'incident de confidentialité en termes de nombre de personnes concernées, brève description des mesures mises en place par l'étude pour diminuer les risques de préjudice, liste des mesures que votre étude vous suggère de prendre afin de diminuer les risques, le nom de la personne ressource, puis pour toute autre source d'information, on indique que la personne avec qui communiquer. Il s'agit seulement d'un modèle à titre informatif. C'est certain qu'il faut évaluer est-ce qu'on doit transmettre un avis à la personne concernée, puis également quelles sont les informations qu'on va transmettre à la personne concernée. C'est du cas par cas. Alors, vous pouvez consulter notamment là, un professionnel là, en matière de protection des renseignements personnels là, pour savoir ce que doit inclure votre avis. Également, l'inventaire des renseignements personnels. On vous a préparé un document qui est le suivant. Donc, il faut bien évidemment, pour limiter et contrôler l'accès aux renseignements personnels, s'assurer de recueillir seulement les renseignements personnels nécessaires à la bonne conduite de vos dossiers et éviter d'accumuler des renseignements personnels non nécessaires, puisque si on recueille trop de renseignements, on risque peut-être d'être plus susceptible d'avoir un incident de confidentialité, que ça crée un préjudice. Donc, il faut recueillir seulement les renseignements personnels qui sont nécessaires à la bonne conduite des dossiers. Il faut protéger les renseignements personnels. Donc, pour ce faire, il faut à tout le moins, dès le départ, savoir c'est quoi les renseignements personnels que mon étude collecte. Donc, quels sont les types de renseignements personnels concernés? Est-ce que c'est le nom, l'adresse, le numéro de téléphone? Donc, quels sont ces renseignements-là? Il faut savoir la sensibilité de ces renseignements-là, puisqu'un numéro d'assurance sociale aura peut-être une plus grande sensibilité que le nom d'une personne, par exemple. Pourquoi on les collecte? Qui a accès à ces renseignements? Est-ce nécessaire de donner accès à ces informations? Comment le renseignement est-il communiqué? Où sont conservés les renseignements? Quand doit-on les détruire? Comment doit-on détruire le renseignement? Donc, faire cet inventaire-là est un bon exercice pour débuter la rédaction de politique, puisque en 2023, l'obligation du 22 septembre 2023 demande à ce qu'on rédige des politiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc, déjà, de faire l'inventaire est un pas dans la bonne direction. Également,
Il y a un guide pour faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qu'on appelle un EFVP. On a fait un petit guide qui vous explique c'est quoi un EFVP. Donc, il faut déterminer si un projet est susceptible d'entraîner des répercussions sur les renseignements personnels concernés afin de mieux respecter la vie privée des personnes physiques. Vérifier si le projet est conforme aux lois sur la protection des renseignements personnels et au respect des principes qui l'appuient. Procéder à des ajustements pour diminuer les risques. Servir de document de référence si le projet évolue ou lors d'une vérification d'inspection de la part des autorités, puis agir en toute transparence pour la gestion des renseignements personnels. On va apprendre qu'en septembre 2023, là, on va nous dire notamment qu'on doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, notamment lorsqu'on fait un projet, comme par exemple un projet de refonte informatique, lorsqu'on doit transmettre des renseignements personnels à l'extérieur du Québec. Donc, notamment. Alors, c'est un guide là, qui vous permet là, de mieux comprendre ce qu'est un EFVP, quand le faire, qui vous devez impliquer et qu'est-ce que vous devez remplir comme évaluation. On a également préparé un modèle d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, c'est un modèle d'évaluation où on décrit l'information générale, la description du projet, on donne des détails là, sur comment faire l'évaluation et le rapport. La Commission d'accès à l'information sur son site a également un guide complet qui est en lien avec l'évaluation des facteurs à la vie privée, qui est très pertinent, là, qui pourrait vous guider afin de remplir votre évaluation. Donc, ici, on y voit un modèle. Je vais vous laisser le soin de le lire. Mais ce modèle-là peut être utilisé là, pour faire votre évaluation de facteurs relatifs à la vie privée, comprend différentes pages. Et également, lorsqu'on fait ce type d'évaluation-là, on implique toutes les personnes là, susceptibles d'être impliquées dans le projet. Donc, bien évidemment, le responsable de la protection des renseignements personnels, si c'est un projet informatique, votre personne au niveau de l'informatique, et ça peut être aussi quelqu'un qui est en autorité au sein de votre étude. Donc, on implique les personnes là, qui sont impliquées dans le cadre du projet. Et on a mis la référence là, au guide qui est accessible via la Commission d'accès à l'information, dont vous pourrez prendre le temps d'aller lire. Encore une fois, ce guide-là est à titre informatif, ce n'est pas un avis juridique, donc on vous invite là, à également aller voir le lien de la Commission à l'accès à l'information. Enfin, on a un modèle de politique de confidentialité. Donc, comme je vous mentionnais, les entreprises doivent mettre en place des politiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, dont notamment mettre en ligne une politique de confidentialité en termes simples et clairs. Donc, soit sur votre site Internet, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il faut le rendre accessible par tout moyen raisonnable au public. Donc, ce serait peut-être d'en garder une copie à votre étude à l'accueil. Donc, c'est un modèle de politique qui doit bien évidemment être adapté à la réalité de votre étude notariale. Et dans cette politique-là, ce qu'on peut y voir, c'est votre engagement, l'engagement de votre étude en matière de protection des renseignements personnels. On explique ce qu'est un renseignement personnel, quels sont les renseignements personnels recueillis. On parle de la vérification de l'identité qui est une obligation réglementaire pour la tenue de dossier et des études des notaires. Par ailleurs, on parle des objectifs du traitement des renseignements personnels, la protection des renseignements personnels, la collecte des renseignements personnels via votre site web si vous en avez un. Ensuite, la conservation et la destruction des renseignements personnels, où vous conservez les renseignements personnels, les possibilités relatives à la protection des renseignements personnels, puisque maintenant, les personnes concernées ont des droits par rapport à leurs renseignements personnels, la modification de la politique de confidentialité, dont la date de modification doit toujours être au début de la politique. On explique aussi en cas de violation de la protection des renseignements personnels, qu'est-ce qu'il y en est. Le droit d'accès ou de rectification, questions ou commentaires, on mentionne la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, de même que le nom de la personne responsable de la protection des renseignements personnels, puisque la loi nous demande, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, qu'on mentionne le titre et
les fonctions de la personne, là, les coordonnées de la personne responsable de la protection des renseignements personnels sur le site Internet. Donc, cette politique de confidentialité-là, ce n'est pas la seule chose que vous avez besoin. Celle-ci, vous devez l'adapter dans un premier temps et ensuite la mettre sur votre site Internet si vous en avez un. À défaut, la rendre accessible, comme je mentionnais, peut-être à l'entrée de votre cabinet, de votre étude. Et également, vous devez avoir d'autres politiques à l'interne, comme par exemple une politique plus détaillée sur la conservation et la destruction des renseignements personnels, puisqu'on ne peut pas conserver à tout jamais des renseignements personnels, il doit avoir une fin, sauf dans certaines circonstances. Mais encore, il peut y avoir une politique en termes de sécurité des technologies informatiques, sécurité TI. Vous pouvez également avoir d'autres politiques au sein de votre entreprise là, afin de vous rendre conforme à la loi et pour s'assurer d'avoir un meilleur encadrement des renseignements personnels au sein de votre étude. Donc, ce modèle-là n'est qu'une une politique de confidentialité, mais uniquement en termes simples et clairs là, qui résume ce que vous faites au sein de votre étude, mais pour votre site Internet. Alors voilà, ce fut rapide, mais ce sont les guides qu'on a préparés pour vous pour l'instant. Donc, en espérant que ça pourra vous aider à bien répondre à vos questionnements et également à faire en sorte que vous soyez conforme là, à la loi sur la protection des renseignements personnels et aux différentes mises en vigueur là, qui ont eu lieu soit en septembre 2022 et en septembre 2023. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à la prochaine.